Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte les vengeances de pros de redditeurs qui ont décidé de pas se laisser faire. Et c'est magnifique. La première histoire a pour titre « Les proprios cupides regrettent amèrement leur décision ». Cette histoire s'est passée il y a 15 ans, et ça reste un des moments de ma vie dont je suis la plus fière. Ma meilleure amie et son mari ont 5 enfants. Ils habitent dans une ville où le coût de la vie est très élevé, et ils louaient une vieille maison T4 à 400 $ par semaine. La maison était vraiment décrépite, avec une horrible cuisine et des odeurs affreuses dues à la plomberie. Mais c'est le mieux qu'ils pouvaient se permettre. Mais bon, ils se débrouillaient. La propriétaire était une dame âgée super gentille. Elle était très riche et appréciait beaucoup mon ami. Elle a maintenu le prix du loyer stable pendant 5 ans et a promis de les laisser acheter la maison quand ils auraient économisé assez d'argent pour obtenir un prêt. Elle avait déjà fait ça pour d'autres locataires, donc ils savaient qu'ils pouvaient lui faire confiance. Et ils se sont mis à économiser autant qu'ils pouvaient. Ça leur a pris 5 ans, mais ils ont enfin pu lui annoncer qu'ils étaient prêts. 2 jours plus tard, la gentille dame nous quittait, avant qu'aucun papier n'ait été signé. C'est là qu'arrivent les nouveaux propriétaires. Cette dame avait 4 enfants. Ils étaient tous déjà très riches avant, et ils venaient d'hériter d'un grand nombre de propriétés. Quand ils sont rentrés en contact avec mes amis, ils leur ont assuré que la vente aurait toujours lieu, mais il fallait attendre que les démarches liées au décès et à l'héritage soient terminées. Rassurés, mes amis ont commencé à faire des modifications dans la maison. Ils ont enlevé du papier peint, passé un coup de peinture et commencé à préparer leur plan pour la suite. Quand tout a été réglé sur le plan administratif, les propriétaires ont accepté de procéder à la vente. Mes amis ont contacté la banque pour obtenir un prêt, mais à leur grande surprise, il a été refusé. Les propriétaires avaient augmenté le prix de vente de 80 000 $ sans en parler à mes amis. Et pour empirer les choses, une annonce a été postée pour la vente de cette maison. Une semaine plus tard, les propriétaires allaient commencer à faire visiter. Et vu le marché de l'immobilier, à cet endroit et à cette époque, la maison allait être vendue, c'était certain. Mes amis étaient dévastés. Ils pouvaient peut-être trouver la somme manquante, mais ça allait clairement leur prendre plus d'une semaine. Et pour empirer les choses, les prix de l'immobilier venaient d'augmenter significativement, à l'achat comme à la location. Et leur loyer était bloqué depuis 5 ans. Donc non seulement mes amis allaient galérer à trouver l'argent pour acheter, mais si la maison était vendue à quelqu'un d'autre, ils n'allaient jamais réussir à louer un autre bien au même prix. Le mieux qu'ils pourraient trouver en location dans leur budget, c'était un T2. J'avais peur pour mes amis et leur avenir, mais j'étais aussi très énervé. Ces connards cupides étaient les personnes les plus riches dans toute la ville. Ils allaient mettre une famille dans la merde totale pour moins de 20 000 $ chacun. Ils avaient pas besoin de cet argent. C'était de la cupidité pure et simple. Et c'était évident qu'ils avaient prévu de procéder comme ça depuis le début. Alors pendant que mes amis se cassaient la tête pour trouver l'argent manquant, j'ai commencé mes manigances. J'ai cherché des conseils sur tout ce qui pouvait aider à vendre une maison rapidement. Il fallait juste qu'on rende la maison aussi peu attractive que possible, sans faire passer mes amis pour de mauvais locataires. Intérieur épuré. On a mis autant de meubles que possible à l'intérieur, et super mal placés. On a aussi ajouté plein de décorations sur les meubles et sur les murs. Toutes les pièces avaient l'air bien plus petites. Odeur agréable. Mon ami a fait bouillir un chou juste avant les visites, et on a pulvérisé de l'ammoniac autour des portes d'entrée, pour faire penser que tous les chats du quartier pissaient là. On a aussi versé 2 douzaines d'œufs pourris dans les canalisations pour empirer les remontées nauséabondes. Quartier attrayant. On a trouvé un vieux canapé tout défoncé et on l'a posé dans le jardin du voisin d'en face, avec sa permission bien sûr. Quartier calme. On a appelé des amis à la rescousse. Toutes les personnes qui avaient une voiture un peu bruyante ont fait quelques tours du pâté de maison le jour où les proprios faisaient visiter. Il y a eu beaucoup de passages sur la route ce jour-là. Toutes les personnes qu'on connaissait sont passées de très nombreuses fois. C'était l'heure de pointe toute la journée. Quartier sûr. On a appelé nos amis du club de rugby. Ce sont dans l'ensemble de grands gars très costauds. Le voisin d'en face a lancé le barbecue dans son jardin, et on a offert à manger et de la bière à toutes les personnes qui viendraient. Une grande partie sont venus en moto, habillés de la manière la plus intimidante possible. Il y avait un sacré paquet de monde. Au final, beaucoup d'acheteurs potentiels sont venus le jour de la visite. Une bonne partie sont repartis au bout de quelques minutes. Une dame est restée dans sa voiture en regardant le barbecue du coin de l'œil. Elle est repartie sans visiter. Le seul mec qui est resté suffisamment longtemps pour vraiment visiter la maison a eu le courage de discuter avec un gars qui partait du barbecue d'en face.
Il a demandé si c'était habituel pour eux d'être là en journée, et le rugbyman a répondu qu'ils se réunissaient ici environ toutes les 2 semaines, en lendemain de soirée. Il a même ajouté « Hier, la soirée était dans une autre maison de la rue ». Notre pote en a aussi profité pour mentionner les évacuations défectueuses et les horribles odeurs dans toutes les maisons du quartier. L'acheteur potentiel est parti sans faire une offre. Donc mes amis ont été les seuls à faire une offre ce jour-là. Ils ont quand même dû payer plus cher que le montant accepté par la vieille dame, mais pas aussi cher que ce que les 4 connards voulaient. Mes amis ont signé les papiers et fait une offre. Donc quand le fameux acheteur potentiel a fait une offre quelques jours plus tard pour 30 000 $ de plus, les propriétaires pouvaient absolument rien faire. J'aurais adoré voir leur tronche quand ils ont reçu cette seconde offre. Ah, je déteste les proprios qui se comportent comme ça. T'es déjà riche, mec, t'as une tonne de propriétés, arrête d'en vouloir toujours plus. Ça fait trop plaisir coper tous leurs potes et puis aider cette famille en galère. Et franchement, cette vengeance était super satisfaisante à lire. Je suis juste un peu dégoûté que la famille ait quand même dû payer un peu plus que ce qui était prévu. Mais bon, les proprios ont reçu une offre plus élevée quand c'était trop tard. Ça a au moins dû leur pourrir une journée ou deux. C'est déjà ça. L'histoire suivante a pour titre « Il trompe ma mère et finit en prison ». Cette histoire va être un peu longue, toutes mes excuses. Je suis allé vivre chez ma mère quand elle a divorcé de mon père biologique après 25 ans de mariage. C'était un connard manipulateur, mais ça c'est une autre histoire. Peu de temps après le divorce, ma mère m'a présenté son nouveau copain, Chris. Faut savoir que ma mère était surveillante pénitentiaire à la prison locale. Chris y avait été incarcéré pour conduite en état d'ivresse. Ça aurait clairement dû être le premier red flag. Mais ma mère était encore en plein deuil de son mariage, et je voulais pas trop insister sur ce point. Chris avait l'air de la rendre heureuse, ça me suffisait. Mon frère, ma sœur et moi, on s'est installés chez ma mère et Chris, et tout semblait bien se passer. Chris et moi, on a un peu sympathisé, particulièrement grâce à notre passion commune pour les jeux vidéo. Bref, ça se passait bien, c'est-à-dire jusqu'en 2017. Comme Chris sortait de prison, il avait des rendez-vous réguliers avec son conseiller d'insertion et de probation. Un jour, il n'est pas rentré après son rendez-vous, on s'est tous inquiétés, jusqu'à ce qu'on reçoive un appel de sa part provenant du Texas. En fait, quand il est arrivé à son rendez-vous ce jour-là, des agents du FBI se sont jetés sur lui. Sa famille était au Texas et impliquée dans des histoires de gangs et de drogue. Il était présent un jour dans la voiture pendant un deal de sa famille. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Au final, il a accepté de témoigner contre sa famille en échange d'une peine réduite. Et il a pu sortir de prison avant le début du procès. Ma mère était désemparée par la situation, et au bout de très nombreuses conversations téléphoniques pendant toute l'année où Chris n'était pas là, ils ont décidé de se marier dès qu'il rentrerait. Le patron de Chris a aussi accepté de le reprendre à son ancien poste de manager en magasin quand il rentrerait. Mais très vite après son retour, Chris a commencé à boire. Après une peine de prison pour conduite en état d'ivresse, on savait que Chris n'était pas un ange en ce qui concernait l'alcool. Mais il a commencé à boire de plus en plus, au point où il se faisait un pack de 12 tous les jours. Chris avait l'alcool mauvais, il cherchait toujours l'embrouille avec tout le monde quand il était saoul. Et même s'il n'a jamais été violent physiquement avec nous, il n'était pas non plus franchement sympa avec ses mots. Ma mère l'a laissé faire pendant plusieurs années, elle lui trouvait des excuses, disait que c'était le stress du boulot, du procès à venir. Mais après plusieurs années, ma mère en a enfin eu assez. Chris est rentré complètement bourré un soir, et ma mère a décidé de ne plus se laisser faire. Elle lui a demandé s'il avait passé toute la soirée à boire, et quand il a pas pu nier, elle l'a mis à la porte. Il est allé s'installer temporairement chez un ami. Le lendemain matin, ma mère nous a demandé de l'aide pour rassembler les affaires essentielles de Chris et lui les apporter pour pas qu'il ait à revenir. Pendant qu'on préparait les affaires de Chris, quelqu'un a toqué à la porte. C'était Betty. Elle travaillait avec Chris et elle est au lycée avec moi. Elle a dit à ma mère qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. Elles se sont assises et Betty a dit à ma mère qu'elle ne pouvait dire à personne qui lui avait donné ces informations. Puis elle a dit à ma mère que Chris l'a trompée avec Darla. Chris et Darla faisaient souvent leur petite affaire au travail, dans les locaux. Quand Betty les a surpris, Chris lui a dit que si elle en parlait à ma mère, il la virerait. Il pouvait le faire, il était manager. Et pour finir, Betty a annoncé à ma mère que Darla était enceinte. Ma mère était en colère. Après le choc des premiers instants, elle nous a demandé de rassembler toutes les affaires de Chris et de les balancer dehors. Donc on a tout mis dans la petite allée derrière chez nous. On savait que Chris n'avait aucun droit sur la maison. C'était une location et ma mère était la seule sur le bail. Pendant qu'on mettait ses affaires dehors, ma mère a appelé Chris pour mettre les choses au clair. Il a avoué sa liaison et qu'il était heureux que Darla soit enceinte parce que comme ça, il aurait enfin son propre enfant.
Ma mère ne voulait plus d'enfants. Après nous trois, il lui était d'ailleurs médicalement déconseillé d'envisager une quatrième grossesse. Elle aurait pu lui être fatale. Chris a refusé de s'excuser pour ses actions. Ma mère lui a dit d'aller récupérer ses affaires dehors et de plus jamais nous contacter. La vengeance. Ma mère avait juste envie de passer à autre chose et de plus penser à Chris. Toute cette histoire l'avait laissé dans un état émotionnel difficile et elle voulait plus rien de lui. Mais ma sœur, mon frère et moi, on avait d'autres idées. En premier, on a appelé son boulot. On connaissait le patron du magasin dans lequel Chris était manager. On l'a informé des activités secrètes et clairement interdites de Chris au boulot. Et il s'est retrouvé mis à la porte et incapable de se faire embaucher dans cette chaîne de magasins vers chez nous. Fun fact, c'est Betty qui a obtenu son poste de manager par la suite. Et de ce qu'on sait, elle est une excellente manageuse. Chris avait plus de boulot ni de logement. Donc il est allé s'installer chez Darla, à 1 heure de chez nous. On a appris qu'il avait réussi à trouver un boulot dans la même chaîne de magasins, mais plus loin. Le patron n'était pas le même, c'était des franchisés. Donc on a appelé le magasin pour les informer de la conduite de Chris à son ancien taf. Ça a pris plus longtemps parce qu'il n'y avait pas d'infraction dans ce magasin-là de la part de Chris, mais il a fini par se faire virer de ce boulot aussi. Peu après, Chris a commencé à passer en voiture dans notre quartier pour nous stocker, ma mère et nous, probablement parce qu'il avait plus de boulot. Vu tout ce qui s'était passé au Texas, sa probation pour conduite en état d'ivresse n'avait toujours pas été levée. Du coup, il n'avait pas de permis de conduire. Quand il vivait avec nous, il n'avait jamais besoin de conduire, parce qu'il travaillait juste à côté et qu'on l'emmenait là où il avait besoin. Mais il était de retour dans le quartier, très clairement au volant d'une voiture, alors qu'il n'en avait pas le droit. On a contacté la police et on les a prévenus que la voiture de Darla faisait des tours dans notre quartier, avec Chris au volant, sans permis. On leur a dit que s'ils arrêtaient le véhicule la prochaine fois qu'ils le croisaient, ils étaient sûrs de trouver Chris au volant. Et bien sûr, quelques semaines plus tard, on a appris que Chris avait effectivement été arrêté et renvoyé en prison pour conduite sans permis et en état d'ivresse. La police a aussi fouillé son domicile et trouvé plusieurs armes à feu. Vu son statut avec la justice, Chris n'avait pas le droit de posséder des armes. Donc ça a encore ajouté du temps à sa peine de prison. Quand il a enfin fini sa peine, il était temps pour lui d'aller en prison au Texas par rapport à l'histoire avec sa famille. Le fils de Chris est né pendant son emprisonnement. Darla s'est de toute évidence rendu compte que Chris était un gros naze, et elle a coupé les ponts pendant qu'il était en prison. Pendant son incarcération, Chris s'est mis à envoyer plein de lettres à ma mère. Il disait qu'il était désolé, il la suppliait de lui donner une seconde chance, se plaignait que tout ça c'était pas sa faute. Et tout dans la même lettre, hein. Ma mère les a toutes brûlées. On a déménagé dans un autre état. Chris est sorti de prison il y a des années. Il vit dans le Kansas maintenant. Il galère et il se bat pour pas payer de pension alimentaire à Darla. Ma mère a un nouveau copain maintenant. Il la traite bien et se préoccupe bien plus d'elle que Chris. Mon frère et ma sœur sont partis de chez ma mère. J'habite toujours avec elle. Je l'aide dans les rénovations de la maison qu'elle vient juste d'acheter. La vie est belle pour nous. Cette histoire est terrifiante. Ça a dû être horrible pour OP et sa famille de subir la présence de Chris chez eux pendant toutes ces années. Mais la vengeance est magnifique. Enfin, sauf la partie où un criminel armé fait des tours de quartier. J'aurais tellement paniqué à leur place. Mais tout est bien qui finit bien. Enfin, sauf pour Chris. L'histoire suivante a pour titre « Mon collègue fainéant se tire une balle dans le pied ». Je travaille dans un bureau avec un collègue qui s'appelle Sam. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà rencontré un Sam au boulot. Il est fainéant, il refile toujours son taf à d'autres personnes, et je sais pas comment il fait, mais il se fait jamais choper. Il passe tout son temps sur son téléphone et va aux toilettes toutes les 10 minutes. C'est le genre de mec qui arrive avec 10 minutes de retard, sort une excuse toute pétée du genre « il y avait du monde sur la route » et disparaît pendant 2 heures à la pause déj. Ces 6 derniers mois, je suis devenu la cible préférée de Sam. Il m'envoie des mails pour savoir si je peux lui donner un coup de main sur un projet, mais ce qu'il veut vraiment, c'est que je fasse tout son boulot et qu'il s'attribue mes mérites. Je m'en suis plaint auprès de mon chef, mais Sam se débrouille toujours pour pas avoir d'ennui. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été quand Sam devait préparer un rapport super important pour un client, et il m'a refilé le bébé 2 jours avant la deadline. Un jour, dans une conversation, je lui ai demandé comment il se débrouillait sur Excel, et il a avoué qu'il était pas très doué. Parfait. La fois suivante où Sam m'a refilé une grosse partie de son boulot. C'était des tableaux Excel pour préparer son prochain rapport, et j'ai accepté. Mais cette fois-ci, j'ai intégré des formules cachées dans le document. Ces formules ne faisaient rien de spécial. Elles rendaient juste les chiffres faux si quelqu'un ne savait pas chercher les formules cachées dans un document. Ça m'a pris un peu de temps, il fallait que je fasse attention à ce que ce soit pas trop évident. Le meilleur dans cette histoire,
À chaque fois que Sam tentait de faire un copier-coller pour intégrer les chiffres dans son rapport, il obtenait une bouillie inutilisable. Le jour où il devait rendre son travail, Sam n'a rien foutu. Il s'attendait à ce que j'ai tout fait, comme d'habitude. Quand le client appelait furieux parce que le rapport ne contenait que des chiffres qui n'avaient aucun sens, Sam a paniqué. Il s'est précipité sur le document pour rattraper le coup. Mais à chaque fois qu'il arrangeait une section, une autre devenait incompréhensible. Il est venu me voir, dans tous ses états, et m'a demandé de l'aide. J'ai fait comme si je comprenais pas, et j'ai répondu « Oh, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être un bug ?» Et je lui ai donné quelques conseils assez vagues, et j'ai profité du spectacle pendant qu'il passait la journée à essayer de régler le problème. Notre chef a appris ce qui s'était passé, et pour une fois, ça m'a pas pu se justifier. Il s'est fait allumer pour avoir merdé sur un projet aussi important et a été suspendu sans salaire. Je suppose qu'il fera son propre travail à partir de maintenant. Ah, si tous les Sam du monde du travail pouvaient subir ça une fois dans leur carrière. De préférence en début de carrière, histoire que ça les calme tout de suite. Bravo OP d'avoir fait ça de manière aussi magistrale. Et tout en scred, c'est beau, bravo. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça l'aidera vraiment à grandir. A bientôt sur Reddit.